L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans l'entretien Yacine Temlali, mon confrère Yacine Temlali, journaliste aussi sur cette plateforme d'interface média, le Huffington Post, Maghreb émergent, mais surtout depuis quelques années maintenant, chercheur académique en linguistique, en histoire et surtout auteur de La jeunesse de la Kabylie, aux origines de l'affirmation berbère en Algérie, 1830-1962, aux éditions Balzac. Yacine Temlali, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas s'il faut dire bienvenue, tu es chez toi un peu ici. Alors, nous avons saisi l'occasion de ton passage à Alger, dans le cadre de tes travaux académiques, pour faire le point sur l'officialisation de Tamazight. C'est un événement majeur qui s'est déroulé à la faveur de la révision de la Constitution en février 2016. Nous sommes plus de 2 ans et quelques mois après. On n'a pas le sentiment qu'il se passe quelque chose. Ce que cette officialisation devait acter, on va serrer un petit peu toutes les implications, de ce qu'elle devait acter, on n'a pas le sentiment qu'il y a grand-chose qui ait bougé. Oui, mais d'abord, il faut dire que l'officialisation d'une langue est juste le début d'un processus. Cela s'est passé... Nous l'avons observé dans d'autres pays. Par exemple, en Catalogne, il y a eu l'officialisation de la langue catalane après la fin de la dictature de Franco, mais on arrivait à l'usage généralisé de la langue catalane est un autre problème. Parce qu'il s'agit de mettre en place des mécanismes, il s'agissait d'unifier cette langue, il s'agissait de généraliser son usage, il s'agissait aussi de se battre pour lui faire acquérir des nouveaux domaines qui étaient jusque-là réservés à la langue officielle de l'Espagne et donc au castillan. Donc il faut dire qu'il est un peu normal que ce processus prenne du temps. C'est d'autant plus normal que cette langue, que les langues berbères en Algérie, à la différence du catalan, sont restées pendant très longtemps des langues strictement orales, n'ont toujours pas de normes uniques, de normes standards, et qu'en plus de cela, leur territoire est éclaté sur plusieurs zones géolinguistiques. Tout de même, Yacine Temlali. Est-ce que quand on est dans le contexte algérien, est-ce que le gouvernement n'avait pas quand même intérêt à donner quelques indications sur le fait que le Tamazight doit... J'y viens. À mon avis, le fait qu'en 2 ans et demi, il ne s'est pas passé quelque chose de notable est révélateur d'hésitation du gouvernement quant au chemin à prendre. Parce que j'imagine que le fait d'officialiser une langue implique un certain nombre de choses, non seulement au niveau politique, non seulement au niveau culturel et éducatif, mais aussi au niveau économique. Donc, est-ce que le gouvernement a déjà réfléchi à cette question-là de façon, en demandant le recours de spécialistes et d'experts? Je n'en suis pas certain, mais il est certain qu'il hésitait sur la direction à prendre. Est-ce qu'il fallait une académie? Est-ce que cette académie devait normaliser les langues berbères pour élaborer une variante standard unique? À mon avis, c'est le sens de l'hésitation. L'autre explication de ce retard est probablement le fait que cette décision, quand bien même elle serait importante et même unique dans l'histoire de l'Algérie depuis les époques numides, quand bien même, donc n'a pas réellement provoqué au niveau populaire l'effet attendu. Pourquoi ? Parce que cette question était portée par un mouvement populaire depuis de 1980, 10 ans jusqu'au milieu de 1990. Ce mouvement populaire a périclité, il a presque disparu. Je parle du MCB. Cette revendication du mouvement culturel berbère. Cette revendication a réémergé à l'occasion du Printemps noir
mais elle était plutôt secondaire et marginale dans les revendications des manifestants, même si elle a figuré en bonne place dans la plateforme. Pour rappeler à nos auditeurs, toujours, Printemps Noir, c'est 2001, consécutivement à l'assassinat de Guelmard. Donc, s'il y a retard, on peut l'expliquer aussi bien par le fait que le régime ne savait pas, ne sait probablement toujours pas quelle direction prendre pour rendre concrète cette officialisation. Et deuxièmement, au fait qu'il ne subissait pas de pression populaire comparable à celle qu'il subissait jusqu'au milieu des années 90. Jusqu'au milieu des années 90. On peut faire un benchmark, entre guillemets, on peut comparer un peu la façon dont Tamazight a été promu langue nationale, donc en 2002, consécutivement au sacrifice du Printemps Noir, et comment dans les années suivantes cela a été acté dans les faits. Est-ce qu'on peut considérer que là aussi déjà il n'y avait pas assez de pression pour, par exemple, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'utilisation dans les tribunaux, etc., cette langue nationale vive et soit portée dans des lieux où elle n'était pas portée avant? Oui. La formulation langue nationale ne permettait pas réellement que cette langue soit utilisée dans des institutions de l'État, dans la justice, de façon obligatoire dans l'enseignement. Donc, d'où la revendication de son officialisation qui a été concrétisée, comme vous l'avez rappelé, en 2016. Donc, entre 2002 et 2016, les acquis de cette langue au niveau officiel sont plutôt minimes. Je veux dire, on a vu un développement de l'utilisation de cette langue au niveau des médias, mais des médias étatiques seulement. Et là, cela pose le problème de la responsabilité, on va dire, des élites culturelles et politiques berbères quant à leur langue. Si depuis que cette langue est nationale, nous n'avons pas vu un seul projet de journal en langue berbère, un journal qui ait une diffusion nationale, et pourtant ce ne sont pas les potentiels mécènes qui manquent des sites pour internet, le financer. C'est un peu passé de mode. Hein. Il y en a quelques-uns des sites internet, mais ils ne sont pas nombreux. Les sites internet qui sont principalement en langue berbère existent, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas très nombreux et surtout ils ne sont pas de diffusion très importante. Je veux dire, si leur lectorat n'est pas aussi important que leur version francophone. Est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène paradoxal? Moi, je t'écoute parler, Yacine Temnali, qui serait le suivant, le carburant de la revendication culturelle, qui a été pendant longtemps donc linguistique. On a l'impression que ce carburant-là est en train de disparaître parce que une partie de ces revendications se sont réalisées, langue nationale en 2002, langue officielle en 2016, et donc il n'y a plus assez de pression sur le pouvoir, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne, pour concrétiser ces acquis très importants au niveau symbolique, mais les concrétiser dans les faits. Tu viens de citer l'édition, on peut parler de l'enseignement, comment a été enseigné le kabyle. Voilà, un lapsus très révélateur. Le tamazight depuis son intronisation en langue nationale. Est-ce qu'il y a eu un coup d'accélérateur? Écoutez, le bilan de cet enseignement peut être fait de façon beaucoup plus exhaustive par des spécialistes de l'enseignement de cette langue. Vous avez déjà invité Abdelrazak Dourari, qui est un parfait connaisseur de ce dossier. Donc, ce que nous pouvons dire en général, c'est que cet enseignement, vu la façon dont il a été lancé, ne pouvait pas réussir, ne pouvait pas s'étendre. En fait, la façon un peu artisanale dont il a été mené, avec des professeurs formés de façon un peu trop rapide, auxquels on n'a pas été tout de suite reconnu un statut d'enseignant à part entière comparable à celui des enseignants d'autres langues, le fait qu'il manquait des manuels pédagogiques, le fait que les manuels pédagogiques ne faisaient pas vraiment l'unanimité entre les spécialistes eux-mêmes, entre les linguistes eux-mêmes et les pédagogues eux-mêmes, le fait qu'il y a une sorte d'utilitarisme dans la perception des questions linguistiques en Algérie qui se développe de plus en plus. Je veux dire, on va vers les langues les plus utiles. Cela condamne évidemment les langues minoritaires et condamne encore plus les langues qui restent encore, malgré les efforts fournis, des langues orales. Donc s'il y a eu une sorte de désaffection pour l'apprentissage du berbère, y compris en Kabylie, ce qui est reconnu par certains observateurs, c'est aussi à cause de cet environnement mondial qui donne des primes
aux langues, disons, prestigieuses, utiles, et qui condamne et pénalise les langues minoritaires. Donc, il s'agit d'une explication un peu complexe de l'échec ou, disons, de la réussite tout à fait relative de cet enseignement-là. Cet enseignement aurait pu être plus intéressant, aurait pu s'étendre plus largement si, par exemple, une institution de normalisation avait été créée en même temps que le lancement de cet enseignement. On va parler de cette institution de normalisation et standardisation. Il s'agit bien sûr de l'académie, mais je voulais auparavant aller un peu au bout de cette idée, ce sillon que nous avons ouvert ensemble, Yacine. J'ai cru déceler quand même une pointe de critique vis-à-vis des élites qui n'ont pas porté le projet de la traduction dans les faits de Tamazight langue nationale, notamment dans l'éducation, dans l'édition, dans l'art, peut-être pas suffisamment. Il y a aujourd'hui des films en Tamazight, il y a un festival du cinéma du film en Tamazight, il y a de la production artistique qui s'est un peu institutionnalisée, mais globalement on peut considérer qu'effectivement c'est en deçà de ce qui pouvait être. Tout à l'heure tu as cité l'exemple de la Catalogne. La Catalogne, très vite, il y a eu la Vanguardia, il y a eu plein de journaux qui s'exprimaient en catalan, uniquement en catalan. Il y a un foisonnement d'expressions institutionnalisées dans la langue. Ma question, c'est, est-ce que ce reproche, tu peux l'étendre aux élites politiques? Par exemple, aujourd'hui, il y a un mouvement qui revendique, qui a évolué, c'est le MAC, vers la revendication de l'indépendance. Mais c'est vrai qu'on ne le trouve pas très actif sur ces questions-là, ces questions de langue. Est-ce que finalement, on ne donne pas le bâton à ceux qui disaient dès le début, dès 1980, dès le printemps berbère de 80, attention, la revendication culturelle cache en fait un autre agenda qui est un agenda entre guillemets séparatiste. Est-ce que c'est pas finalement prêter le flanc à cette critique? Oui, cette accusation est profondément mensongère. Elle est profondément mensongère parce qu'il suffit de lire la littérature du mouvement culturel berbère, de sa création jusqu'à sa disparition, disons, progressive, pour se rendre compte que c'est complètement faux. Il y a eu, même l'Académie berbère n'était pas séparatiste, en ce sens qu'elle voulait constituer une Berbérie qui allait au-delà des frontières de l'Algérie, avec toutes les critiques qu'on peut lui faire et qui doivent être parfois très radicales. Donc, je ne crois pas que le problème se pose à ce niveau-là. Mais, par contre, il s'est passé quelque chose qui est la réalisation d'une certaine reconnaissance des élites kabyles, plus large qu'à l'époque boumedienne, et qu'on a observé à partir de la fin des années 80. C'est probablement cette reconnaissance de ces élites et leur intégration qui a fait que ce mouvement qui était très centré sur les questions linguistiques a faibli. C'est probablement cela, c'est probablement une explication, en plus de l'explication générale que j'avais évoquée tout à l'heure, qui est, disons, le recul ou les minces chances des langues minoritaires. Alors, sur cette question, de se développer. Yacine, sur cette question des minces chances, juste un point de vue parce que je fais le lien avec. Alors, est-ce que ça menace pas, voilà, est-ce que ça de la part des locuteurs de ces langues, mais aussi de l'État? Donc, il y a des variétés de Tamazight en Algérie qui aujourd'hui sont clairement menacées de disparaître. On a évoqué quelques-unes avec le professeur Dourari. Le Zenata est en train de disparaître. Le parler local de Ouergla, Tagargat est en train de disparaître. Le chinois, je connais de moins en moins j'entends à Tipaza au Chechel de moins en moins parler chinois. Est-ce que ce risque est extensible aux grandes communautés que sont le Tergui, le Kabyle, bien sûr, en premier, et accessoirement peut-être le Chaoui? Je ne crois pas que ces langues vont disparaître. Le problème, ces langues ont beaucoup de locuteurs. Je veux dire, le chaoui continue quand même à être une langue très utilisée dans l'Aurès montagneux. Beaucoup moins dans la plaine, vu que la plaine, justement, que dans la plaine existent des villes qui sont des carrefours et que c'est l'arabe dialectal qui a souvent le dessus dans ces villes, aussi bien à Batna qu'à Biskra, qu'à Ain el-Baïda, l'arabe dialectal étant justement la langue commune, un peu de communication dans tout le Maghreb et pas seulement en Algérie, en ce sens qu'un Kabyle et un Tergui, s'ils veulent parler une langue algérienne, n'ont de possibilité de communication en réalité qu'en arabe dialectal et non pas dans leur parler respectif. Donc voilà, donc c'est une partie de l'explication. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui l'orientation du gouvernement vers l'élaboration d'une langue unique
pour tous les berbérophones n'est pas quelque chose de discutable. Moi, je pense que si, c'est quelque chose de tout à fait discutable. Je ne sais pas si nous pouvons en parler. Bien sûr que nous allons en parler. L'Académie... c'est apparemment la feuille de route de l'Académie que de normaliser, de standardiser, d'essayer de faire converger un petit peu tout ce qui est exprimé dans les langues maternelles, dans les langues natives, dans les différentes variétés de tamazight. Aujourd'hui, donc se pose cette question-là. On a déjà un recul, on a déjà une expérience. Le tamazight des journaux télévisés sur les chaînes donc audiovisuelles, qui est parfois plus exprimé dans une variété kabyle ou chaoui ou autre, mais aussi en intégrant des éléments de cette langue que le HSC a essayé un petit peu d'initier. Cette expérience, on a un peu le sentiment aujourd'hui qu'on essaie d'en revenir parce que elle ne colle pas. Peut-être que c'est aussi cela qui explique le peu d'afflux pour l'enseignement de tamazight, parce que bon, il n'était déjà pas standardisé, puis il est mal standardisé. Voilà. Alors, toi, tu dis qu'il faut peut-être observer une autre direction, c'est de maintenir la vivacité, s'appuyer sur la vivacité des langues portées par des locuteurs, plutôt que de chercher à les dissoudre dans une langue surannée qui est au-dessus d'elle. Oui, ce n'est pas du tout une position définitive. En fait, c'est une façon de dire que dans notre pays, pour éviter justement tous les problèmes linguistiques et culturels que nous avons vécus depuis l'indépendance, il faudrait peut-être aller vers les gens et savoir ce qu'ils veulent. Les locuteurs d'une langue ont le droit, aujourd'hui, dans notre monde moderne, de savoir quelle langue on veut leur enseigner. Ils ont le droit de décider s'ils doivent parler leur variété régionale ou s'ils doivent opter pour une langue berbère commune. C'est le risque du travail en vase clos des experts. Je veux dire, les experts sont tout à fait, les spécialistes, ce qu'on appelle les experts, les spécialistes sont tout à fait nécessaires et indispensables aujourd'hui. Si nous avions eu recours à des experts et à des spécialistes dès l'indépendance, peut-être que nous n'aurions pas vécu tous les problèmes linguistiques et culturels qui ont retardé notre développement et qui nous ont valu aussi bien des répressions continues que des problèmes politiques comme la naissance, par exemple, du séparatisme. Donc, il faut qu'il y ait des spécialistes. Leur apport est indispensable. Mais ces spécialistes ne sont pas des cardinaux en conclave. Ils doivent agir en fonction du réel. Or, ce réel ne peut être observé que par des enquêtes. Si l'Académie se réunit et qu'elle oublie complètement qu'il y a des locuteurs berbérophones qui parlent des langues différentes et qui ont probablement des perceptions différentes de leur langue, qui probablement ne croient pas à l'existence d'une langue berbère commune ou qui, peut-être, par volontarisme, y croient. Tout cela est à découvrir. Comme est à découvrir le nombre de berbérophones dans ce pays. C'est là, par exemple, un sujet tabou. Vous le savez bien que depuis 1966, nous ne savons pas combien de locuteurs de la langue berbère ou des langues berbères existent en Algérie. Jusqu'à 1966, on posait la question dans les recensements généraux de la langue qu'on parle. Il est absolument absurde que dans un recensement, on pose des questions sur ce qu'on mange, sur l'état de l'habitat, sur l'école, sur la consommation, sur tous ces aspects, et qu'on ne pose pas une question aussi importante qui est celle de la langue qu'on parle. Cette question est importante dans la mesure où elle peut orienter la politique d'enseignement. C'est une donnée fondamentale si on veut agir de façon sereine et de façon rationnelle au niveau de l'enseignement. C'est une donnée qui est absolument nécessaire. C'est une donnée qui ne peut s'obtenir que par des enquêtes linguistiques. Ces enquêtes doivent aussi porter sur d'autres aspects. Aussi bien sur est-ce que les locuteurs du chenoui perçoivent leur langue comme une langue à eux seulement ésotérique qu'ils doivent conserver. La question se pose aussi pour les Mozabites. Ou bien est-ce qu'ils s'orientent ou préfèrent un projet de langue standard
commune. Donc, ce que je disais sur la nécessité de réfléchir peut-être à des langues berbères différentes, diverses, et à plusieurs standardisations, je le dis sous réserve de ces enquêtes. Ces enquêtes peuvent tout à fait nous révéler qu'il y a une sorte d'élan volontariste vers la constitution. Voilà un premier point d'agenda. Voilà. Un premier point d'agenda que tu proposais à la future académie, c'est de ne pas se lancer directement dans un travail de standardisation et de normalisation, mais de se connecter sur le réel, sur les attendus, sur le vécu des pratiques linguistiques chez les locuteurs. Alors, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles cette académie a tant de mal de s'installer? C'est parce qu'on n'a pas tranché la question stratégique de comment elle doit travailler? Ou est-ce que c'est juste un problème d'accumulation d'experts suffisants? Est-ce que c'est juste un problème de logistique entre guillemets intellectuelle, d'avoir le volant, le seuil critique d'experts qui vont mettre en route cette académie? C'est quoi le problème? Je ne sais pas quel est le problème, mais par contre, le fait de réunir des spécialistes, de les nommer par décret, ne suffit certainement pas pour régler ce problème-là. Donc, je ne sais pas si cette académie, qui n'est pas encore constituée, disons-le, va travailler en se basant sur des enquêtes linguistiques qui sont coûteuses, parce que tout cela est aussi une question de budget. Voilà, Maghreb émergent est un site économique et nous savons que chaque chose a un coût. Tout a un coût. Aussi bien la formation des professeurs, que la construction de nouvelles classes, que l'impression de manuels, que la conversion linguistique au niveau des administrations, de la justice et du privé. Est-ce que les sociétés privées algériennes sont prêtes à consentir un effort financier pour se convertir dans les régions berbérophones, pour le moins, à un bilinguisme arabe berbère ou bien arabe français berbère, ou bien est-ce que au niveau de l'économie et au niveau de la justice, on va en rester à un usage de la langue arabe et ou de la langue française, la langue berbère étant à ce moment-là réservée aux médias ou bien aux échanges oraux dans les institutions officielles, l'écrit restant, lui, dans d'autres langues que les langues berbères. Alors, pour rester sur cette question essentielle, nodale, du cap à donner au travail de cette académie, tout ce que j'ai entendu, on pourrait imaginer que pour les berbérophones d'Algérie, chacun dans sa variété, il serait peut-être plus fécond de consolider les pratiques linguistiques existantes, vivantes, qui passent par le canal maternel, et puis cette vocation à faire parler les berbérophones entre eux, on accepterait de la faire passer par l'arabe dialectal, par l'algérien, dont la structure de langage est quand même prête beaucoup au tamazight. Peut-être que ce serait cela, quand un Chaoui et un Kabyle ou un Mouzabite se rencontrent et qu'ils veulent échanger, ils vont peut-être pas échanger en tamazight, ils vont échanger en arabe dialectal parce que c'est déjà une pratique, c'est ça le réel. Et quand ils sont à l'intérieur de leur communauté, il faut faire en sorte que l'utilisation de leur langue maternelle soit la plus facile possible et soit la plus transmissible possible. Ce serait peut-être ça le cap. Oui, en tout cas, c'est peut-être cela le cap. Ce qu'il faut dire, c'est que si, à l'époque déjà, il y a quelques décennies, les langues berbères avaient été reconnues à une échelle plus large que si elles avaient été utilisées beaucoup plus tôt dans l'enseignement ou dans les médias, peut-être qu'on aurait assisté à ce qu'un linguiste comme Selm Chekr appelait une convergence des dialectes berbères dans le sens allant vers l'élaboration d'une langue standard. Yassine Temlali, tu es aussi un linguiste, un chercheur en histoire, mais aussi quelqu'un qui connaît bien la politique. Tu connais bien l'histoire du mouvement national. Ce n'est pas un vœu pieux ce que tu es en train de dire là. Si on avait fait ça un peu plus tôt, quand on sait le caractère extrêmement centralisé du mouvement national, du PPM-TLD, etc. Non, vous m'avez pas laissé terminer. C'est pour dire qu'on en est aujourd'hui à autre chose. On en est. Mais c'était pas possible de faire autrement. C'était pas possible. Je dis pas que c'était possible de faire autrement. C'est juste une hypothèse. Une convergence entre les différents dialectes aurait pu se faire s'il n'y avait pas d'interdit sur leur utilisation large. Aujourd'hui, le fait que les langues berbères aient été interdites d'usage officiel et disons multiforme pendant très longtemps, ça a en réalité renforcé leur spécificité. Donc il n'y a pas eu réellement de convergence, sauf dans les médias où
il s'élabore une sorte de variété un peu commune, mais dominée tout de même par le kabyle. Par le parler kabyle. Alors, je ne sais pas s'il faut aller vers des langues régionales. En tout cas, il faut se fier à des enquêtes linguistiques, au sentiment des locuteurs eux-mêmes et à leur désir. Mais il est certain qu'il faut tenir compte aujourd'hui du fait qu'il y a des disparités importantes, que le fait qu'il y ait une unité structurale des langues berbères, qu'il y ait un fond lexical commun, un fond grammatical commun, etc., n'est pas forcément suffisant pour développer une intercompréhension naturelle et spontanée entre les locuteurs du berbère chaoui et du berbère kabyle, par exemple. Donc la question de la normalisation, aujourd'hui telle qu'elle est posée, telle qu'elle est définie dans le texte qui crée l'académie, on doit aller vers une langue standard. Cette langue standard, si je me fie à ma connaissance un peu des questions linguistiques algériennes, cette langue standard n'est pas destinée à remplacer les dialectes berbères. Elle est destinée à se superposer aux dialectes berbères, comme la langue arabe standard se superpose à l'arabe dialectal. Donc le projet de faire parler tout le monde une langue berbère commune n'est pas réaliste, et je ne crois pas du tout que ce soit le projet du régime ou de l'académie. Je crois simplement que le régime veut créer une sorte de langue standard comparable à l'arabe, qui soit la langue d'un certain nombre d'usages officiels, mais qui ne soit pas la langue commune de tous les berbérophones, parce qu'une conversion linguistique, ça prend des décennies, voire des siècles. Et en général, c'est quand même très connecté à un projet politique, à un projet d'État-nation, etc. Un projet d'État-nation, vous avez l'exemple le plus célèbre, est celui de l'État d'Israël, qui a unifié linguistiquement des communautés différentes, qui, en les unifiant, a élaboré justement une langue commune, l'hébreu moderne, qui se base sur l'hébreu ancien, de la Bible, mais qui n'est pas tout à fait cette langue-là, et qu'il a élaboré justement parce que le projet colonial en Palestine, sioniste, a pu être une sorte de dénominateur commun entre ces élites politiques qui venaient d'horizons géographiques divers et entre des communautés qui, elles aussi, venaient de différentes régions du monde en Palestine occupée. Et si on essayait de donner un coup de pouce au gouvernement algérien pour qu'il sorte de ses hésitations, qu'il avance un peu plus vite dans la voie que la Constitution trace aujourd'hui, avec langue nationale et langue officielle, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer d'autres expériences et sauter des étapes, éviter des erreurs que d'autres auraient fait? Je pense notamment à l'expérience de l'Académie marocaine et de l'institution royale Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut récupérer de cette expérience-là qui peut nous aider à aller plus vite? Moi, je ne crois pas que l'expérience marocaine doive nous inspirer. Moi, je crois que c'est même le contraire. C'est une expérience. Mais nous inspirer dans les deux sens, c'est-à-dire éviter les erreurs commises. C'est pas inspirer au sens d'être un modèle, qu'on s'entende bien. Oui. Non, mais je crois qu'il y a tellement d'exemples et d'aménagements linguistiques dans le monde pour des langues minoritaires. Je voulais rester sur Tamazirt. Oui, qui peuvent nous inspirer. Donc l'exemple marocain, il peut peut-être nous inspirer sur un certain nombre de points et d'aspects, mais l'orientation générale qui est l'élaboration d'une langue, d'une sorte d'équivalent de l'arabe classique, mais qui s'appellerait le berbère classique, si vous préférez, n'est pas du tout quelque chose qui doit nous inspirer de mon point de vue. Par contre, une expérience comme l'expérience de la Catalogne, avec toutes les différences, parce que la Catalogne a un système, a un gouvernement autonome et a des institutions de planification linguistique de la langue, d'aménagement linguistique de la langue catalane, a aussi ce volontarisme. Mais il n'y a pas cette diversité. La variété du catalan entre Girona et Barcelone ou Tarragone, c'est le même catalan. Justement, une fois réglée la question de la langue qu'on doit élaborer, cette expérience catalane peut nous inspirer. Elle peut nous inspirer non seulement au niveau de la façon dont l'aménagement linguistique a été mené, souvent d'ailleurs en concertation avec les forces politiques, etc., mais aussi en termes de prise en compte de la responsabilité des locuteurs eux-mêmes envers
leur langue. Donc cette responsabilité, je dis, quand il s'agit d'une langue minoritaire, il y a certainement un complexe à parler cette langue dans des nouvelles situations de communication. À la parler, par exemple, dans l'enceinte des tribunaux, à la parler dans des échanges officiels, dans les administrations, etc. Nous avons l'exemple de campagnes menées en Catalogne pour décomplexer les gens par rapport à leur langue et aussi pour leur dire que le catalan peut parler de tout. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait en même temps, de façon simultanée, en même temps que l'élaboration de la langue catalane moderne elle-même. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait après, parce que les choses ne sont pas aussi schématiques. Il ne s'agit pas d'élaborer une langue et puis de généraliser son usage et de convaincre les gens de la parler. Non, tout se fait en même temps. Ce qui unifiait justement tous les Catalans autour de cette question-là, c'était une sorte d'élan vers le sauvetage ou la modernisation de leur langue qui avait été complètement minorée à l'ère franquiste, qui était interdite de toute expression autre que domestique en réalité. Voilà. Dans cette problématique de l'unification, des langues que les différentes variétés peuvent utiliser, est-ce que finalement, c'est pas plutôt du côté de l'arabe qu'il faut regarder, l'arabe qui fait parler tous les arabes du monde culturel arabe, de la sphère arabe, et qui aujourd'hui, par exemple sur Al Jazeera, est en train de se standardiser et qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler avec un Égyptien ou quelqu'un du Golfe. Tu connais bien ce processus, tu es un très bon arabophone. Est-ce que c'est pas aussi de ce côté-là qu'il faut regarder ? Mais sauf que l'arabe a une histoire différente. L'arabe est une langue qui a été la langue officielle de tout un empire durant de longs siècles. C'est une langue écrite et principalement écrite. C'est une langue qui a un patrimoine écrit très important. Donc je ne crois pas le processus par lequel cette langue a pu devenir une langue des échanges, une langue internationale. C'est une des langues de l'ONU et différent quand même en ce sens que cette langue, d'abord, elle s'est inspirée dans beaucoup de pays, elle a intégré un peu les dialectes, elle a aussi intégré, elle a été influencée quand même par les langues européennes à travers la traduction. La presse a joué un rôle important dans la diffusion d'une sorte de variété arabe standard dans laquelle on retrouve beaucoup l'effet de la traduction des langues européennes. Mais est-ce qu'on peut dire que cette langue-là, classique arabe, est une langue maternelle nulle part dans le monde arabe? Est-ce qu'on peut dire comme ça? La langue arabe standard est la langue maternelle de personne. Mais il n'empêche que c'est une langue reconnue comme étant la langue de dizaines de millions de gens. Les gens vivent de façon spontanée et tout à fait naturelle ailleurs qu'en Algérie, et peut-être aussi en Algérie chez les arabophones, le fait qu'il existe cette diglossie entre une langue dialectale et une langue écrite. D'autant plus, cette diglossie est vécue de façon d'autant plus paisible et apaisée, en Égypte par exemple, ou en Irak, ou en Syrie, il s'élabore de plus en plus de variétés intermédiaires entre la langue standard et les différentes langues dialectales. Donc ces variétés intermédiaires, ce sont les variétés qu'on utilise dans les débats politiques, par exemple sur les chaînes de télévision. On n'utilise pas seulement l'arabe classique. Donc il y a une sorte de souplesse en fait dans les usages linguistiques. Si vous allez en Égypte, par exemple, vous allez voir que les discours peuvent être faits en arabe écrit, mais que les débats parlementaires se passent tout à fait en arabe dialectal, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. En arabe dialectal, avec des apports et avec des intrusions de l'arabe très fréquentes, de l'arabe classique, sans que cela pose problème. En fait, il s'agit d'arriver à une situation, à une certaine souplesse dans les usages linguistiques, parce que c'est cette souplesse qui permet au dialectal d'influencer le standard et qui permet aussi au standard d'influencer le dialectal. Et dans des pays comme l'Égypte, nous observons ce processus dans les deux sens, du dialectal vers le standard et inversement. On va terminer cet entretien, Sintem Lani, sur les enquêtes de terrain. Tu es en pleine enquête de terrain, c'est dans ton agenda académique, une enquête sur une période de l'histoire politique de la Kabylie, un peu dans la continuité de ce travail que je vais représenter à la fin. Donc tu disais tout à l'heure, une enquête ça coûte cher, tu avais l'air de bien savoir de quoi il s'agit. C'est quoi l'agenda? Après la jeunesse de la Kabylie aux éditions Balzac, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans le pipe en train d'arriver? Non. Ce qui est en train d'arriver est une thèse de doctorat en histoire
préparé à l'université Aix-Marseille sur l'affirmation berbère en Algérie après l'indépendance entre 1962 et 1981. Je me limite à cette période donc qui précède les deux grandes explosions de la revendication berbère, le printemps berbère de 1980 et les événements de Béjaïa en 1981. Donc c'est cette enquête que je suis en train de mener aujourd'hui. Je ne sais pas si elle débouchera sur une publication, mais je ne crois pas que ça puisse l'être à court terme. Voilà. Yassine Temlavi, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.